Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Nous en parlions vendredi. Des activistes ont semé la zizanie à la Philharmonie de Paris jeudi soir lors du concert de l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Fumigène, slogan pro-Palestine, de quoi indigner la classe politique française, sauf bien sûr les irréductibles insoumis. Oui, on revient sur cet épisode absolument épouvantable. On voit un concert interrompu, on voit la violence des images, on a vu des gens qui se sont défendus. On se dit, mais alors c'est vrai que les protections dans les lieux publics, quand il y a un salon, quand il y a un concert, dans les cinémas, on peut pas toujours tout fouiller, mais on se dit que si les agresseurs de l'autre jour étaient venus non pas seulement équipés de fumigènes, mais d'autres, j'ai pas envie de dramatiser la chose, mais enfin on voit où je veux en venir, étaient venus équipés avec d'autres instruments qu'un fumigène, la situation aurait pu être autrement tragique. Je ne comprends pas comment on ne peut pas s'indigner systématiquement. C'est surtout cette confusion. Je dis toujours, ce genre d'agression est fascistes, c'est des fachos. Alors c'est peut-être des gauchistes, c'est peut-être des ultras. C'est fasciste, c'est-à-dire on tient à mélanger la société civile avec le politique. Un concert, une représentation artistique, c'est une activité civile. C'est pas parce que les gens qui sont dedans appartiennent à une nationalité qui sont forcément complices de ce qui se passe dans leur pays. Là, ça veut dire quoi quand on va agresser la Philharmonique d'Israël? Ça veut dire que les gens qui étaient dans le public et que les musiciens israéliens étaient tous solidaires et complices de Netanyahou. Ce n'est pas vrai. Il y a forcément des gens qui sont pas d'accord avec Netanyahou et qui ont dénoncé ce qui se passe à Gaza dans ce concert. Évidemment, c'est factuel. Et pourtant, on met tout le monde dans le même sac. Et à ce titre-là, on se permet d'agresser alors que c'est dans ces situations, j'allais dire, d'un exercice libre, d'une activité culturelle. C'est un instant de paix, c'est un instant. Et on va agresser physiquement avec des propos insupportables des gens qui se réunissent. Et quand Rima Hassan fait un tweet en parlant de la gauche coloniale qui s'était pas indignée quand la Philharmonie d'Israël avait refusé de recevoir ou de jouer un morceau de musique russe, mais on est d'accord. C'était absurde. Après l'agression de l'Ukraine en 2022 par la Russie, on a vu des gens de dire « Ah non, c'est fini, il faut plus lire Tchekhov, il faut plus lire Dostoïevski, plus de Tchaïkovski, plus de Moussorski. » Enfin, c'est aberrant. On arrive à un point, je dis, de guerre civile, parce que ça, c'est le début de la guerre civile. Et quand on s'en prend, comme faisaient les SA qui s'en prenaient à des juifs dans la rue, on s'en prend à des gens qui ne sont pas concernés, on accuse des gens qui sont innocents, qui sont pas impliqués dans le conflit politique ou dans le conflit militaire, et on les fait payer pour les autres. Bon, ben ça, ce sont des méthodes de fachos, c'est inqualifiable. En tout cas, en démocratie, dans un état de droit, c'est impossible. Et que des partis politiques qui ont des élus à l'Assemblée nationale, qui ont des représentants de la nation, qui sont élus par le peuple français, puissent tenir de tels propos, c'est absolument inconcevable, c'est absolument indigne pour notre démocratie. Je crois, Perico, qu'un tweet avait avait attiré votre attention. C'est le tweet de Rima Hassan, qui parle de gauche coloniale qui s'était pas indigné. Voilà, non, c'est pas un argument. Et Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu l'autre jour au salon du Made in France, on lui pose la question et il dit oui, mais pour les Russes, ils avaient aussi empêché. Mais on est quoi? C'est la loi du talion, on est dans l'accord de création. Comme tu m'as fait, moi je vais te faire la même chose. Un homme qui prétend être président de la République, qui tient ce genre de propos en public. Mais enfin bon, c'est consternant. Emmanuel Macron s'est dit plutôt positif à l'idée de signer l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. On en parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas l'avis de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui, elle, annonçait dans les colonnes du JDD hier que la France ne signera pas un accord qui, à terme, condamnerait les agriculteurs, Perico. Oui, et le président de la République alors, quel est le rôle du président de la République dans une négociation, un traité international sur des enjeux agricoles? Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est dirigé par Sébastien Lecornu, qui applique l'article 20 de la Constitution, qui dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, et les enjeux agricoles sont des enjeux nationaux. Et puis un président de la République qui, au titre de sa représentation à l'étranger, peut prendre des positions. L'autre jour, c'était en Lettonie. Il disait que, non, la réforme des retraites, ça était juste, c'était en Slovénie, pardon. La réforme des retraites, c'était juste une pause. Sébastien Lecornu a dû le recadrer. Et là, samedi matin, sur France Inter, on a un macroniste avéré, qui est Pascal Canfin, écologiste, député européen, qui s'affole parce qu'il a découvert que dans le traité du Mercosur tel qu'il va être signé à Belém, il va y avoir des causes de compensation. C'est-à-dire, effectivement, Madame Genevard a raison. Elle a dit, on ne signera pas un traité qui menacerait l'agriculture française, qui porterait un préjudice trop fort à nos agriculteurs. Mais
mais il est prévu qu'il y aura des clauses de compensation pour les pays exportateurs. S'ils ont un petit contretemps sur une importation de produits brésiliens ou argentins ou autres, eh bien, il faudra leur compenser financièrement ce qu'ils auraient perdu. Mais enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et comment Pascal Canfin, qui a tout accepté depuis le début. Alors il a toujours été, évidemment, il a été la bonne pensée écologique de la majorité macronienne, mais enfin il a accepté la totalité des processus mis en place. Et là aujourd'hui, on est au cœur du sujet avec le Mercosur. On va donc ouvrir nos frontières à des pays qui vont exporter vers nous des produits qui sont interdits, dont l'élaboration, dont la fabrication est interdite en Europe, interdite en France. On va quand même les laisser avec des garde-fous. Lesquels, comment c'est vérifiable? On sait très bien que tout ça, c'est du pipeau, c'est du flanc, c'est pour assurer. On va céder au marché. Pourquoi? Parce que les Allemands ont besoin d'exporter vers ces pays des produits de l'industrie allemande et que on se couche devant ces pays parce que l'Allemagne, elle a besoin de privilégier son commerce extérieur. Dès lors qu'un pays importe un produit allemand, eh bien, il faut le laisser exporter vers nous des produits industriels ou des produits agricoles. Voilà, on en est aujourd'hui. Je trouve ça absolument lamentable et que monsieur Pascal Canfin, on se réjouit qu'il s'indigne. On se réjouit qu'il s'indigne des impacts du Mercosur. Mais peut-être qu'on peut considérer qu'il le fait un petit peu tard et que ça aurait été très souhaitable qu'il tire la sonnette d'alarme bien avant. Alors, mot d'une nouvelle polémique liée à un film, un dessin animé jugé réac. Eh oui, souvenez-vous. C'est quoi aujourd'hui? Souvenez-vous des innombrables polémiques chez Disney, Blanche-Neige, les Aristochats, Dumbo. Tous ces dessins animés sont passés au crible de la bien-pensance, à tel point que Disney a dû s'excuser et alerter le public avant chaque visionnage, en stipulant que le programme était présenté tel qu'il a été créé à l'origine et qu'il pouvait donc contenir des stéréotypes ou des représentations négatives. Alors on pourrait également citer Lady Petit-Nègre, le roman policier d'Agatha Christie, renommé dans sa version française « Ils étaient 10 ». Eh bien, pour aller encore plus loin dans l'absurde, aujourd'hui, on apprend que le fabuleux destin d'Amélie Poulain est une œuvre raciste. Alors c'est pas moi qui le dis, Perico, ce ne sont même pas les téléspectateurs, les cinéphiles. En fait, cette réflexion vient du compositeur de ce que vous entendez, de la musique mythique du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc c'est Yann Tiersen, absolument. C'est Yann Tiersen lui-même qui s'inquiète du fait que ce film soit réac. Pour reprendre ces termes. Alors rappelons quand même qu'en 2001, l'artiste connaît un succès dingue. L'album de la bande originale se vend à plus d'1 530 000 exemplaires dans 10 pays. Mais le temps passe et dans un entretien livré au journal Libération le 28 octobre dernier, Yann Tiersen regrette non pas son succès, faut pas déconner, mais d'avoir composé la musique d'un film réac. Voilà ce qu'il dit. Ce que j'aime dans cette ville, Paris, c'est sa mixité, son cosmopolitisme. Fantasmer un Paris blanc, même au début des années 2000 où le seul employé est Jamel Debbouze, c'est raciste. Ça m'a toujours gêné. Alors on serait tenté de lui dire qu'au nom des mœurs et du cosmopolitisme, il pourrait reverser tout l'argent gagné grâce à ce film à SOS Racisme par exemple, histoire d'être en phase avec lui-même. Enfin tout ça va pas très haut. Et d'ailleurs, imagine-t-on, Perico, Vladimir Cosma s'excuser d'avoir composé la musique du film Rabbi Jacob? Je crois pas. Oui, non seulement ça, et puis ça arrivera peut-être un jour, mais je crois pas. Bientôt on va s'apprendre à la soupe aux choux, vous allez voir, ça sera un film pétiniste et maurassien. Surtout que dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, le rôle de Jamel Debbouze est essentiel. Oui, il est chez un épicier blanc qui est présenté comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de raciste qui le traite mal. Jamel Debbouze, au contraire, c'est le petit employé. Il est là, il a son cœur, il a des relations avec les clients, avec les voisins. C'est un ange. Et ça prouve bien que dans cette société, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est une caricature très réaliste de la société française. Puis personne n'a jamais fait ce procès à ce film. Surtout les autres acteurs. Mais là, j'ai honte d'avoir fait cette musique. Après avoir gagné des millions, c'est un peu facile à dire. Oui, bon, passons là-dessus. Mais de la part de Yann Tiersen, je m'attendais à une autre réaction. Enfin bon, ce sont les mœurs d'aujourd'hui, cette évolution. Vous voyez, il y a une chape de plomb qui est en train de se poser sur ce pays. Alors que Bambi et Blanche-Neige et les Sept Nains soient xénophobes, racistes, fascistes, pourquoi pas pendant qu'on y est. Et Disney a fait un rétropédalage. Maintenant, il n'y a plus ce message avertissement depuis que Trump est revenu au pouvoir. Quoi, c'est purement politique. Il est vrai que Walt Disney lui-même faisait partie d'un mouvement de droite très conservateur, mais de là à ce
que quand j'étais gamin, je disais pif le chien, et les prêtres chez qui j'étais éduqué disaient oui, c'est un document marxiste parce que c'était édité par le même groupe que Presse de l'Humanité. Je pensais que ces temps étaient révolus. Vous étiez déjà marxiste. Mais j'étais déjà marxiste à l'époque, vous voyez. Et aujourd'hui, on se fâchise quand on regarde le film Amélie Poulain. Bon, désespérant. Enfin, néanmoins, cette musique est très jolie et on l'écoutera quand même. Alors, pouvez-vous me montrer votre carte de policier? Si on est un jour interpellé par des gendarmes ou par des policiers dans la rue parce qu'on a fait un excès de vitesse ou qu'il y a un contrôle, on va se demander est-ce que ce sont bien des vrais policiers ou des faux policiers? Qu'est-ce que je risque ou s'ils viennent frapper chez vous? Vous avez vu les images du Bourget, oui. le tentative de rapt avec cet homme qui est extrait de la camionnette par 3 individus qui sont habillés en policier. Un peu plus loin, ils sont avec une voiture en gyrophare. Les gens regardent altérés. On comprend vite que c'est pas des policiers parce qu'ils se comportent d'une façon d'une violence inouïe, et on assiste, j'allais dire, pas impassible, mais médusé. Alors heureusement qu'à un moment donné, la vraie police arrive, interpelle, fait fuir les agresseurs et libère la pauvre victime. Mais si on en est là, ça veut dire qu'on ne pourra plus ne serait-ce que faire confiance dans nos forces de l'ordre, puisque les autres peuvent s'habiller. Alors j'ai vu qu'il y avait des logos de police en vente sur Internet et des gyrophares. Ça veut dire qu'on peut s'habiller comme on veut en policier, on va quelque part, on fait un faux contrôle de police et on braque quelqu'un ou un acte de violence. Enfin bon, là on s'attend vraiment de la part des pouvoirs publics qu'on régule ce marché. La vente en ligne, la vente libre, c'est très bien, mais si on peut se déguiser en flic et en gendarme pour aller agresser les autres concitoyens, ça va à un moment donné poser un énorme problème de sécurité, de confiance dans le personnel de l'État, dans l'autorité État et dans la représentation de la République. On en est là en 2025. Je pensais au général de Gaulle. Je ne sais pas ce que dirait le général de Gaulle s'il avait vu la scène du rapt au Bourget, mais il m'aurait dit c'est curieux. Moi, je suis en France, ces choses-là n'existent pas. Mais si, mon général, cette scène que vous avez pas vue, mais qui on l'a vue nous, elle est bien produite en France. Et j'ajoute, Perico, que vous savez, il y a une crise sur l'habillement des forces de l'ordre, des gendarmes en particulier, qui reçoivent des paquetages à moitié vides. Enfin voilà, il y a un problème à ce sujet. Et un marché parallèle a été créé, notamment sur Facebook, avec des groupes qui permettent de vendre des habits, mais des vrais habits, de la gendarmerie nationale. Donc c'est un peu facile Ne venez pas habiller un CRS demain, non. parce que je sens que vous allez me donner un coup de matraque si ça continue. D'accord, très bien.